La paix intérieure ne se trouve pas lorsque tout est calme, mais lorsque tu es capable de la maintenir même au milieu du chaos. Ce n'est pas un état magique, ni un privilège réservé à quelques-uns. C'est un choix quotidien, une façon de vivre avec détachement et clarté. La plupart des gens cherchent la tranquillité en accumulant plus de choses, plus d'affection, plus de distractions. Mais la véritable sérénité arrive lorsque tu commences à lâcher prise. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de plus, mais de moins. Moins de bruit, moins de dépendance, moins de besoin de prouver quelque chose. Ce chemin n'a rien à voir avec la fuite du monde, mais avec l'apprentissage de comment être dans celui-ci sans qu'il te consume. Le détachement conscient n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton énergie, que toutes les batailles ne doivent pas être combattues, et que la tranquillité ne se négocie pas avec ce qui détruit ton équilibre. Il s'agit de choisir ce qui te renforce et de laisser derrière ce qui ne fait qu'alimenter ton anxiété. La paix n'apparaît pas soudainement. Elle se construit lorsque tu cesses de résister à la vie. Quand tu acceptes ce que tu ne peux pas contrôler et que tu diriges ton énergie vers ce qui dépend de toi. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, cela te libère. Ce n'est pas abandonner. C'est décider de ne plus être lié à ce qui n'a plus de sens. Et c'est l'acte le plus puissant qu'un esprit conscient peut accomplir. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la force émotionnelle naît du détachement, comment cultiver cette tranquillité qui ne dépend de rien d'extérieur, et quelles attitudes tu peux pratiquer chaque jour pour revenir à toi-même. Parce que la véritable transformation n'arrive pas lorsque tu changes tout, mais lorsque tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. 1. Maîtrise ton esprit. Ton esprit est comme un océan, parfois calme, parfois agité par des tempêtes que tu provoques toi-même. La plupart des gens vivent emportés par les vagues de leurs pensées sans se rendre compte qu'ils peuvent apprendre à naviguer. Il ne s'agit pas de faire taire l'esprit, mais de le gouverner, de comprendre que tu n'es pas ce que tu penses, mais celui qui observe ce qui se passe en toi. Quand tu y parviens, tu cesses d'être la victime des vagues émotionnelles et tu deviens le capitaine qui dirige son propre cap. Maîtriser l'esprit n'est pas un acte de force, c'est un acte de conscience. C'est de s'arrêter une seconde avant de réagir. C'est de se demander si ce que tu penses est vraiment vrai ou simplement une distorsion alimentée par la peur ou l'ego. L'esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Il peut te construire ou te détruire en silence. C'est pourquoi le premier pas vers la paix intérieure commence là, à apprendre à observer sans t'identifier à chaque pensée qui traverse ta tête. Beaucoup pensent que le contrôle mental consiste à penser positivement tout le temps, mais c'est juste une autre forme d'esclavage. Le véritable maîtrise surgit lorsque tu peux accepter le bon comme le mauvais sans perdre l'équilibre. Lorsque l'esprit devient un espace d'ordre au milieu du bruit. Lorsque tu peux regarder une émotion sans te laisser emporter. La sérénité est le résultat de cette pratique constante, de cette vigilance interne qui t'apprend à ne pas réagir à chaque impulsion, ni à croire en chaque pensée qui naît de la peur. Pense à combien de fois l'esprit t'a fait imaginer des problèmes qui n'ont jamais existé. Discuter des situations qui n'étaient que dans ta tête, ou revivre des blessures qui auraient déjà dû être cicatrisées. Maîtriser l'esprit signifie cesser d'être prisonnier de ce dialogue interne sans fin qui ne te laisse pas respirer. C'est te rendre compte que la souffrance ne vient pas des faits, mais de l'interprétation que tu en fais. Et cette interprétation dépend seulement de toi. Chaque pensée a le pouvoir que tu lui donnes. Si tu la nourris, elle grandit. Si tu l'observes sans réagir, elle se dissout. C'est là la véritable pratique. Ne pas résister aux pensées, mais les voir passer comme des nuages dans le ciel. Tu n'as pas à te battre avec elles. Il suffit de comprendre qu'elles ne sont pas toi. Cette distance crée la liberté. Elle te permet d'agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Quand tu y parviens, rien ni personne ne peut manipuler ta paix. Maîtriser l'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la discipline, de la présence et du courage. Du courage pour affronter ce qui est en toi sans fuir. Parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de regarder tes propres schémas. Mais un esprit indiscipliné est comme un cheval emballé.
Il t'emmène là où tu ne veux pas aller. En revanche, lorsque tu le formes, il devient ta plus grande force. Il te donne la clarté pour décider, le calme pour résister et le pouvoir pour avancer sans dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. L'esprit formé n'a pas besoin d'approbation ni de contrôle, seulement de direction. Lorsque tu te concentres sur ce que tu peux gérer, le reste perd beaucoup de son poids. C'est là que commence la véritable liberté. Maîtriser ton esprit ne signifie pas éliminer tes émotions, mais apprendre à vivre avec elles sans perdre ton centre. Cela signifie répondre avec sagesse, pas avec des impulsions. C'est marcher avec la certitude que le monde peut changer, mais tu décides comment l'interpréter. Et quand tu arrives à ce point, quand ton esprit cesse d'être un ennemi et devient un allié, tu découvres une paix qui ne dépend pas du silence externe, mais de l'harmonie interne. C'est la force qui ne se brise pas, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de validation. 2. Arrête de chercher l'approbation. Tu vis dans une société où tout le monde semble avoir une opinion sur qui tu devrais être. Ils t'observent, te jugent, te mesurent et te comparent comme si la vie était une scène et chaque pas devait être applaudi. Mais la vérité est que tant que tu attends une reconnaissance externe, tu ne connaîtras jamais la liberté interne. Celui qui vit en fonction de l'approbation des autres devient esclave des applaudissements et prisonnier du jugement. Tu n'es pas libre quand tu plais, tu es libre quand tu n'as plus besoin de le faire. Chercher l'approbation est un piège silencieux qui t'éloigne de toi-même. Il te fait agir pour t'intégrer, parler pour ne pas déranger et te taire pour ne pas décevoir. Mais chaque fois que tu le fais, tu perds en authenticité. Et le pire, c'est que ce besoin n'est jamais rassasié. Tu peux recevoir 1000 compliments et te sentir toujours insuffisant, car ce que tu essaies de combler avec la validation des autres est un vide qui ne peut être comblé que par le respect de soi. Quand tu apprends à te respecter, l'opinion externe perd son pouvoir sur toi. Il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer de plaire à tout le monde. C'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, mal interpréter ou te juger à partir de ses propres insécurités. Apprendre à lâcher le besoin d'approbation ne te rend pas arrogant, cela te rend conscient. Cela signifie comprendre que ta valeur ne dépend ni des applaudissements ni des rejets. C'est savoir que le bruit extérieur ne définit pas ton essence. Quand cela est compris, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de vivre pour être vu et tu commences à vivre pour te sentir en paix avec toi-même. La plupart craignent le rejet parce qu'ils le confondent avec l'échec, mais le véritable échec est de te trahir pour être accepté. Quand tu façonnes ta personnalité pour t'intégrer dans des environnements ou des relations qui ne résonnent pas avec toi, tu renonces à ta vérité. Et aucun applaudissement ne vaut autant que la tranquillité d'être qui tu es sans masque. Le respect qui te renforce le plus n'est pas celui qui vient des autres, mais celui qui naît lorsque tu tiens les promesses que tu te fais à toi-même. Le problème est que le désir d'approbation se déguise souvent en bonté ou en empathie. Tu fais des choses pour les autres et tu te convaincs que c'est de la générosité, mais au fond, bien souvent, c'est juste de la peur. Tout le monde ne verra pas tes motivations et ce n'est pas nécessaire. L'important est que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. La force émotionnelle se construit lorsque le regard des autres ne t'affecte plus. Quand tu peux recevoir une critique sans t'effondrer et un éloge sans te perdre. Quand tu comprends que ni les louanges ne t'élèvent, ni les critiques ne te coulent. C'est toi qui décides de la valeur que ces voix ont dans ta vie. Et pour cela, tu as besoin de présence, de maturité et de beaucoup d'honnêteté avec toi-même. Parce que celui qui vit pour plaire perd son identité, mais celui qui ose être authentique, même s'il dérange, vit en plénitude. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie poser des limites. Tous les jugements ne méritent pas de réponse. Toutes les opinions ne méritent pas d'attention. Le silence est aussi une forme de respect pour ton énergie. Apprendre à se taire face à la critique et à suivre ton chemin avec calme est un signe de pouvoir intérieur. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à ceux qui ne veulent pas te comprendre, ni de justifier tes décisions à ceux qui ne les vivent pas. Le jour où tu comprendras que tu n'as rien à prouver,
tout change. L'esprit se calme, les émotions se stabilisent et l'âme respire. Parce qu'au fond, tout ce dont tu as toujours eu besoin, c'était de ta propre approbation. Celle qui ne dépend ni des modes, ni des validations, ni des regards des autres. 3. Éloigne-toi de ce qui vole ta paix. Il y a des endroits où l'air est lourd, des conversations qui te laissent vide et des personnes qui, même si elles sourient, éteignent quelque chose en toi. Tu ne le remarques pas toujours au début, mais peu à peu, ton énergie s'épuise, ton esprit se tend et ton humeur s'éteint sans raison apparente. Ce qui se passe est simple. Tu absorbes le bruit émotionnel de ce qui ne t'appartient pas. La paix intérieure ne se perd pas d'un coup, elle s'en va en morceaux. Chaque fois que tu restes là où tu ne veux pas être, ou que tu écoutes ce que tu n'as pas besoin d'entendre. S'éloigner n'est pas de la lâcheté, c'est de la clarté. C'est comprendre qu'il y a des environnements qui drainent, des mots qui empoisonnent et des habitudes qui te déconnectent de toi. Rester dans ces situations par habitude, culpabilité ou attachement, c'est permettre que l'anxiété devienne ton état naturel. Et il n'y a pas de croissance possible dans un endroit où ton âme ne respire pas. C'est pourquoi, lorsque quelque chose commence à te voler ta tranquillité, c'est un signe que ton intérieur demande de la distance. Tu ne peux pas toujours changer l'environnement, mais tu peux choisir de ne pas rester coincé dedans. Le véritable détachement commence lorsque tu arrêtes de justifier ce qui te détruit. Quand tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'explications pour t'éloigner de ce qui te fait du mal. Parfois, il s'agit de personnes, d'autres fois de pensées et souvent de toi-même. Des habitudes que tu sais qui t'éteignent, des conversations qui te prennent plus qu'elles ne te donnent, des souvenirs qui n'ouvrent que des blessures qui auraient dû déjà être guéries. Lâcher prise n'est pas toujours dire au revoir à quelqu'un. Parfois, c'est arrêter de nourrir ce qui te perturbe de l'intérieur. Rester là où ta paix se brise est une forme d'auto-sabotage. L'esprit s'adapte à la tension comme si c'était normal et te convainc que ce n'est pas si grave. Mais le corps le ressent. Tes épaules se tendent, ta respiration se raccourcit et ton énergie chute. Le corps ne ment pas. Il sait quand tu es dans un endroit qui ne te correspond pas. Écoute-le. Parfois, le chemin vers la sérénité ne nécessite pas d'ajouter quoi que ce soit de nouveau. Juste de t'éloigner de ce qui te rend malade émotionnellement. Apprendre à t'éloigner calmement est une compétence que peu de gens pratiquent. Il ne s'agit pas de couper les liens avec colère, mais de te retirer en silence en sachant que tu as déjà fait ta part. Tu n'as pas à faire de scandale ni à donner d'explications. Il suffit de reconnaître quand quelque chose a cessé de contribuer à ta croissance. La paix intérieure se protège avec des limites, et ces limites sont des signes de maturité. Tu n'as pas besoin de détruire quoi que ce soit pour partir, il suffit d'arrêter de participer à ce qui ne te fait pas de bien. Le détachement conscient est précisément cela, savoir lâcher sans ressentiment, non pas pour démontrer ta force, mais pour la conserver. Parce que chaque fois que tu t'éloignes de ce qui te perturbe, tu te rapproches de ton centre. Ce qui est difficile n'est pas de partir, c'est de ne pas revenir par habitude. C'est pourquoi la clé est de comprendre que la paix ne se négocie pas, elle se défend. Si quelque chose te force à sacrifier ta tranquillité, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié ni du succès, c'est un fardeau déguisé. Le silence qui suit l'éloignement fait souvent mal, mais il guérit aussi. C'est le genre de silence qui nettoie. Celui qui te rend la clarté que tu avais perdue dans le bruit de l'inutile. Laisser derrière toi ce qui vole ta paix ne te rend pas froid, ça te rend conscient. Il t'apprend que la véritable force n'est pas de tout résister, mais de reconnaître ce qui ne vaut pas la peine de résister. T'éloigner ne te fait pas toujours perdre. Parfois, c'est la seule façon de retrouver ton équilibre. La tranquillité n'est pas un cadeau, c'est une conséquence des décisions que tu prends au quotidien. Et la plus importante de toutes est de te choisir. Parce que lorsque tu te choisis enfin, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi et tu reprends le contrôle sur ce qui est le plus précieux, ta paix intérieure. 4. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Il y a des tempêtes que tu ne peux pas arrêter, seulement traverser. Tu peux crier au ciel, essayer de te couvrir avec tes mains ou courir chercher un abri, mais la pluie tombera quand même. C'est la vie.
Tu peux résister autant que tu veux, mais la réalité ne s'arrête pas pour s'adapter à tes attentes. Et tant que tu continues à lutter contre l'inévitable, tu continues à épuiser ton esprit et ton âme dans des batailles qui sont déjà perdues avant de commencer. La véritable force n'est pas de contrôler le monde, mais de rester calme lorsque le monde ne peut pas être contrôlé. Accepter n'est pas abandonner, c'est comprendre où ton pouvoir se termine et où commence celui de l'univers. Il y a des gens qui vivent enfermés dans une obsession constante de contrôler les résultats, les émotions et même le comportement des autres, croyant que c'est le seul moyen de trouver la paix. Mais plus ils essaient de dominer l'extérieur, plus ils perdent l'équilibre intérieur. Le contrôle absolu est une illusion qui ne génère que de la frustration. La souffrance humaine ne provient pas de ce qui se passe, mais de la résistance à ce qui se passe. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas prédire l'avenir et tu ne peux pas forcer les autres à agir comme tu l'espères. Mais tu peux décider comment réagir. C'est le terrain où tu as vraiment du pouvoir. Le reste n'est qu'une perte d'énergie déguisée en inquiétude. Accepter la vie telle qu'elle est ne signifie pas te résigner. Cela signifie te libérer du poids de vouloir que tout soit différent. Pense à combien d'énergie tu as perdu en essayant de faire comprendre à quelqu'un, de faire quelque chose de parfait ou de faire suivre à la vie un plan précis. Tout cet effort ne t'a pas donné le contrôle, il t'a donné de l'anxiété. Accepter est l'acte le plus libérateur qui existe, car il cesse de nourrir l'illusion de la domination totale. Il te permet de te concentrer sur ce que tu peux vraiment faire, ton attitude, ta réaction, ta perspective. Et quand tu y arrives, l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de clarté. Les stoïciens le comprenaient avec une sagesse brutale. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas de toi. Dans cette simple distinction réside toute la paix intérieure. Le problème est que nous avons été éduqués pour confondre le contrôle avec la responsabilité. On nous a fait croire que lâcher prise est un échec, alors qu'en réalité, lâcher prise est faire confiance. Faire confiance au temps, à l'expérience ou à la vie elle-même saura arranger ce que tu ne peux pas gérer. Cette confiance ne vient pas de la passivité, mais de la compréhension profonde de tes limites. Accepter ce que tu ne contrôles pas ne te rend pas faible, cela te rend sage. Cela signifie que tu n'as plus besoin de lutter contre le flux naturel des choses. Cela signifie que tu comprends que la vie ne répond pas toujours à tes plans, et que c'est bien. Que le rejet, l'erreur ou la perte ne sont pas des ennemis mais des leçons. Lorsque tu cesses de résister à l'inévitable, la souffrance se transforme en apprentissage. Tu ne peux pas décider si le soleil se lève ou s'il pleut. Mais tu peux décider si tu te fâches ou si tu grandis avec ce qui arrive. La sérénité commence lorsque tu cesses d'exiger que le monde se comporte comme tu le souhaites. Lorsque tu comprends que le chaos n'est pas une menace, mais une partie de l'ordre que tu ne peux pas voir. Au fond, accepter ce que tu ne contrôles pas, c'est te rendre à la réalité avec dignité. C'est regarder ce qui fait mal sans drame et dire « cela aussi passera ». Parce que tout passe, même ce qui semble éternel. Et lorsque tu apprends à faire confiance à cela, tu découvres que le pouvoir n'est pas de forcer la vie, mais de couler avec elle. Accepter ce que tu ne contrôles pas est le début du détachement conscient. Cela te libère du poids des attentes et te rend l'énergie que tu dépensais en résistant au présent. C'est comprendre que la paix ne se trouve pas en dominant le chaos. 5. Agisse sans peur. La peur est comme une ombre qui te suit partout. Peu importe combien tu cours ou combien tu prétends qu'elle n'est pas là, elle reste toujours à tes côtés. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle devient forte. Mais quand tu te retournes et la regardes en face, tu découvres qu'elle n'a jamais été aussi grande que tu l'imaginais. Agir sans peur ne signifie pas ne pas la ressentir. Cela signifie avancer malgré elle. La différence entre ceux qui parviennent à maîtriser leur vie et ceux qui restent coincés est que certains utilisent la peur comme un signal et d'autres comme une excuse. Chaque fois que tu t'arrêtes par peur, tu perds une occasion de te connaître. La peur ne se dissout pas avec des pensées positives, elle s'affaiblit avec l'action. Ce n'est pas l'ennemi,
C'est une boussole qui pointe exactement vers ce qui te fait le plus peur et par conséquent vers ce que tu as le plus besoin d'affronter. L'esprit craint l'inconnu, mais la croissance est juste là. Si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, tu passeras ta vie à attendre. La seule façon de la maîtriser est de la traverser. Le monde ne s'arrête pas pour que tu te sentes prêt. Aucune situation n'arrive avec des garanties et personne n'est complètement préparé avant de faire un pas important. Ce qui sépare celui qui avance de celui qui reste est la décision de bouger, même avec les mains qui tremblent. La peur perd de sa puissance quand tu agis, car elle cesse d'être une menace imaginaire et devient une expérience réelle que tu peux gérer. Ce qui te fait peur aujourd'hui, si tu y fais face, deviendra demain une partie de ta force. Le problème est que beaucoup confondent prudence avec paralysie. Ils analysent tellement qu'ils finissent par justifier l'inaction. Ils appellent cela « attendre le bon moment », alors qu'en réalité ils craignent seulement le risque. Mais la vie ne récompense pas le confort, elle récompense le courage. Celui qui attend le scénario parfait ne monte jamais sur scène. Et celui qui ose, même s'il trébuche, apprend plus que celui qui reste à imaginer ce qui aurait pu être. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'engagement envers le progrès. Agir sans peur ne signifie pas être impulsif, cela signifie avoir confiance. Avoir confiance en toi, en ton jugement et en ta capacité à t'adapter. Il n'y a pas de contrôle absolu sur les résultats, mais tu as toujours le contrôle sur ton effort et ton attitude. La peur se nourrit de l'incertitude, et l'incertitude se réduit lorsque tu passes à l'action. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, éclaire le chemin. Le mouvement dissout la peur et renforce l'esprit. Quand la peur te freine, rappelle-toi que personne ne grandit dans sa zone de confort. Les personnes fortes ne le sont pas parce qu'elles ne doutent jamais, mais parce qu'elles ont appris à agir même au milieu du doute. L'action constante est l'antidote contre l'anxiété, contre l'indécision et contre l'auto-tromperie. Chaque fois que tu fais quelque chose que ta peur te disait que tu ne pourrais pas, tu deviens une version plus forte de toi-même. Le détachement conscient s'applique aussi ici. Agir sans peur, c'est lâcher prise sur le besoin de certitude. Celui qui cherche des garanties reste bloqué. Celui qui prend des risques apprend à faire confiance à son propre processus. Si tu échoues, tu grandis. Si tu réussis, tu avances. Dans les deux cas, tu gagnes. La seule chose que tu perds vraiment lorsque tu agis, c'est l'illusion que tu ne pouvais pas le faire. Le courage ne se démontre pas avec des cris ou des défis grandioses. Il se démontre dans le silence des décisions difficiles. Dire oui quand tout le monde doute, rester ferme quand les autres abandonnent. Agir sans peur, c'est te choisir, même quand la voix intérieure te demande de te cacher. 6. Lâche la rancune. La rancune est comme porter une pierre chaude en espérant qu'elle brûle l'autre. Tu la tiens, tu la serres, elle te fait mal, mais tu refuses de la lâcher. Tu penses que la garder te donne du pouvoir, alors qu'en réalité, tout ce qu'elle fait, c'est consommer ton énergie petit à petit. La rancune ne punit pas le coupable, elle t'empoisonne. C'est une chaîne invisible qui te maintient attaché au passé, répétant mentalement encore et encore ce que tu ne peux plus changer. La véritable liberté arrive quand tu décides de pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites la paix. Garder la rancune, c'est comme raviver une blessure chaque jour. L'esprit revient au même souvenir, le réinterprète, le nourrit et le transforme en une prison émotionnelle. Ainsi, le passé reste vivant, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que tu continues à le porter en toi. Pardonner n'efface pas ce qui s'est passé, mais brise le cycle de la douleur. Ce n'est pas justifié, c'est te libérer du poids que tu traînes sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu choisis de lâcher, tu récupères une partie de toi que tu avais laissé piéger dans l'histoire qu'on t'a faite. Il y a des gens qui pensent que lâcher la rancune est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est une preuve de maîtrise émotionnelle. N'importe qui peut haïr, mais seul un esprit fort peut guérir. La rancune naît du désir de justice, mais devient un fardeau quand tu comprends que tu ne peux pas contrôler le repentir des autres. Tu ne peux forcer personne à reconnaître ce qu'il a fait, ni à réparer ce qu'il a brisé. La seule chose que tu peux contrôler est comment tu décides de continuer à vivre après cela. Lâcher ne signifie pas oublier.
Cela signifie cesser de te laisser affecter. C'est choisir de se souvenir sans douleur. C'est regarder ce qui s'est passé avec maturité et dire « ça n'a plus de pouvoir sur moi ». Le pardon n'est pas une faveur à l'autre, c'est un acte d'amour de soi. C'est te regarder dans le miroir et décider que tu ne vas plus te punir pour ce que quelqu'un d'autre a fait. La blessure cesse de faire mal quand tu arrêtes de l'ouvrir avec des pensées de revanche ou des désirs que le passé soit différent. Le détachement conscient nécessite du courage, car lâcher la rancune, c'est te confronter à toi-même. C'est accepter que ce qui t'a blessé est déjà passé et que continuer à le nourrir ne fait que retarder ton évolution. Parfois, la paix n'arrive pas parce que le cœur continue de discuter avec ce qui est déjà fermé. Mais la tranquillité ne se négocie pas, elle se conquiert avec des décisions internes. Et l'une des plus puissantes est de pardonner en silence, sans applaudissements ni explication. La rancune ne fait que perpétuer l'histoire de la douleur. Quand tu la lâches, tu en écris une nouvelle. Tu te donnes la permission de regarder vers l'avant, sans le poids de ce que tu ne peux pas changer. Te libérer de la rancune ne te rend pas naïf, cela te rend conscient. Cela te montre que le pouvoir a toujours été le tien, mais que tu l'avais donné au passé. Et quand tu décides de le récupérer, quand tu choisis la paix plutôt que l'orgueil, tout en toi se met en ordre. Parce que la liberté émotionnelle n'arrive pas avec la vengeance, elle arrive avec le pardon. 7. Crois en toi. Il y a des moments où le silence devient si lourd que tu n'entends que tes propres doutes. Tu te demandes si tu fais bien les choses, si tu as choisi le bon chemin, si tu es vraiment capable d'atteindre tes rêves. Et au milieu de ce bruit mental, tu cherches des signes, des validations ou des approbations pour te sentir en sécurité. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin de plus de réponses, juste de plus de foi en toi-même. La confiance ne se construit pas avec des certitudes, mais avec des décisions. Avec chaque pas que tu fais quand personne ne croit en toi, avec chaque tentative que tu fais, même quand la peur crie que tu ne peux pas. Avoir confiance en toi, ce n'est pas penser que tu ne failliras jamais, c'est savoir que, même si tu échoues, tu pourras te relever. C'est comprendre que la vie ne te demande pas la perfection, mais la cohérence. Que la voix la plus puissante n'est pas celle des autres, mais celle qui réside en toi. Et cette voix, si tu l'écoutes calmement, c'est toujours ce dont tu as besoin. Le problème est que la plupart des gens laissent les opinions extérieures la noyer. Il n'y a pas de force émotionnelle sans confiance en soi. Un esprit qui ne croit pas en lui-même se sabote avant de commencer. Il se convainc qu'il ne mérite pas, qu'il n'est pas prêt, qu'il ne peut pas. Et quand tu penses ainsi, le monde le reflète. Parce que la vie répond à l'énergie que tu projettes. Si tu doutes de toi, tout devient plus difficile. Mais quand tu as confiance, même l'incertain devient un terrain fertile. La sécurité intérieure ne se voit pas dans les mots. Elle se voit dans la façon dont tu marches, dans la façon dont tu affrontes les problèmes sans drame, dans la façon dont tu continues même si tu n'as pas de garantie. La confiance est un muscle. Elle se renforce chaque fois que tu tiens tes promesses, chaque fois que tu te prouves par des actes que tu peux. Mais si tu te trahis avec des excuses ou avec la peur, ce muscle s'affaiblit. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir. De te prouver à toi-même que tu peux avoir confiance en ton jugement, en ta discipline, en ta capacité à résoudre. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin d'être prêt à essayer. Les personnes qui ont confiance en elles ne sont pas celles qui réussissent toujours, mais celles qui ne s'arrêtent jamais. Elles comprennent que douter est humain, mais que se rendre est un choix. La confiance en soi ne naît pas de l'absence de peur, mais de la répétition du courage. De ces fois où, même si tu ne savais pas comment, tu as continué et tu as découvert que tu pouvais. L'esprit se reprogramme avec l'action. Chaque petit pas vers ton objectif renforce la croyance que tu es capable. Avoir confiance en toi, c'est aussi accepter tes erreurs sans te détruire pour elles. Personne ne grandit sur un terrain où chaque faux pas est puni. L'autocritique n'est utile que si elle construit, pas si elle détruit. Quand tu apprends à te traiter avec respect, même dans tes chutes, l'esprit cesse d'avoir peur de toi.
Il commence à avoir confiance en toi parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras pas. C'est la base de la véritable force émotionnelle. Le détachement conscient vit aussi dans cette leçon. Parce que croire en toi, c'est lâcher la nécessité de certitudes externes. C'est arrêter de dépendre de ce que les choses se passent comme tu l'as prévu pour te sentir valide. Parfois, tu ne verras pas de résultats immédiats et c'est bien. Cela ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que tu apprends. La patience et la confiance vont de pair. L'une t'apprend à attendre sans te rendre, l'autre te rappelle que tu es suffisant même quand le monde ne le valide pas. La vie se transforme quand tu décides de croire en toi avec la même force avec laquelle tu doutais auparavant. Parce que ce qui change vraiment ton destin n'est pas la chance, c'est la conviction. Quand tu as confiance en toi, tout commence à s'aligner. Oui, vivre avec un but. Chaque jour qui passe sans une direction claire est comme ramer dans une mer sans horizon. Tu avances, tu te fatigues, mais tu n'arrives nulle part. La plupart des gens vivent ainsi, pris au piège dans la routine, confondant mouvement avec progrès, croyant qu'être occupé est la même chose qu'avoir un sens. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie savoir où tu diriges ton énergie et pourquoi tu le fais. C'est agir avec intention plutôt que par impulsion, choisir en conscience plutôt que par habitude. Avoir un but, c'est voir la vie comme un chemin, pas comme une course. Il ne s'agit pas d'arriver le premier, mais d'avancer avec sens. Beaucoup de personnes se perdent à la recherche d'objectifs imposés, voulant répondre à des attentes qui ne sont même pas les leurs. Ils travaillent, produisent, prétendent avoir du succès, mais ressentent un vide constant parce qu'ils ne sont pas connectés à leur raison interne d'exister. Le but ne se trouve pas à l'extérieur, il se découvre à l'intérieur, dans ce qui te motive, dans ce qui donne du sens à tes actions, même dans ce que tu es prêt à supporter pour quelque chose de plus grand que toi. La vie sans but est fragile, n'importe quel obstacle la brise. Mais quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, les coups ne te détruisent plus, ils te façonnent. Le but est l'encre qui te maintient stable quand tout change. Il te rappelle qui tu es quand les choses ne se passent pas comme prévu. Tu n'as pas besoin de grandes missions pour vivre avec sens. Il suffit d'agir en cohérence. Quand tes décisions reflètent tes valeurs, la vie se met en ordre toute seule. Vivre avec un but signifie aussi se détacher du besoin de résultats immédiats. C'est faire confiance au processus, même quand tu ne vois pas encore les fruits. Chaque pas, chaque erreur, chaque pause a une fonction sur le chemin. Les gens veulent sauter des étapes. Ils veulent de la certitude avant d'agir, mais le but se révèle en marchant. Il se renforce quand tu continues, même avec des doutes, parce que tu sais que ce que tu fais répond à quelque chose de plus profond que la simple récompense. Le détachement conscient a ici sa forme la plus élevée. Agir à partir du but sans dépendre de la reconnaissance ou du succès visible. Quand tu fais les choses parce qu'elles ont un sens pour toi, pas parce qu'on t'applaudit, tu découvres la liberté. Le but ne cherche pas l'approbation, il cherche l'impact. Et cet impact commence à l'intérieur, dans la paix de savoir que tu es aligné avec ta vérité. Quand cela se produit, le bruit extérieur cesse de te distraire et le temps cesse de se sentir comme un fardeau. Beaucoup pensent que le but se trouve dans les grands moments, mais il se cache dans le quotidien. Dans la façon dont tu te parles à toi-même, dans la façon dont tu traites les autres, dans la façon dont tu affrontes tes jours difficiles. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut refléter un but si tu la fais avec présence. La discipline, le calme et la clarté naissent de cette connexion interne. Ce n'est pas de la chance. Ton esprit est plein de bruit et ce bruit te détruit. Ce n'est pas seulement celui des rues, des réseaux ou des conversations vides. C'est celui que tu portes en toi, la voix qui ne se tait pas, les pensées qui se répètent encore et encore, l'impulsion de répondre à tout, de prouver, de plaire. Tu vis entouré de distractions et, sans t'en rendre compte, tu as perdu le contrôle. Tu cherches la paix, mais tu nourris le chaos. Tu veux de la clarté, mais tu te noies dans des stimuli qui ne font que te confondre davantage. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est le terrain où tu retrouves l'ordre, où ton esprit se nettoie de l'excès, où tu peux enfin t'écouter sans interférence.
Les stoïciens le savaient, celui qui maîtrise le silence maîtrise sa vie. Parce que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de direction. C'est choisir quand parler, quoi répondre, à qui donner de l'énergie et à qui ne pas en donner. C'est arrêter de réagir et commencer à agir avec un but. Beaucoup veulent avancer mais restent attachés au bruit. Ils cherchent des réponses rapides, des distractions, de la validation, tout sauf le silence. Ils ne comprennent pas que l'équilibre ne se trouve pas en courant plus vite, mais en s'arrêtant un moment pour penser clairement. Ce n'est pas un message de calme vide, c'est un appel à l'action intérieure, à réorganiser ton esprit, à nettoyer ton environnement et à retrouver ton pouvoir de l'intérieur. Parce que ce n'est que lorsque tu apprends à taire ce qui est superflu, que tu commences à écouter ce qui compte vraiment. 1. Faites taire le bruit extérieur. Le silence ressemble à une tempête figée dans le temps. Non pas parce qu'il n'y a pas de bruit, mais parce que tout continue de bouger pendant que tu choisis de ne pas réagir. Nous vivons à une époque où le bruit est une drogue et le silence une menace. Tu t'habitues à vivre entouré de notifications, de voix et de stimuli jusqu'à ce que ton esprit devienne incapable d'être seul avec toi. Mais faire taire le bruit extérieur n'est pas fuir le monde. C'est prendre le contrôle de l'espace où ton pouvoir se forme réellement. Celui qui n'apprend pas à se déconnecter devient l'esclave de tout ce qui exige son attention. Chaque jour, tu donnes ton attention à la première chose qui se présente à toi. Tu te réveilles et ton esprit ne t'appartient plus. Les écrans te dictent quoi penser, les actualités te dictent quoi craindre, les réseaux sociaux te montrent qui tu devrais être. Et sans t'en rendre compte, ton énergie se disperse. Tu te sens épuisé sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment significatif. Le silence extérieur est la première défense contre cette usure. Il ne s'agit pas de tout éteindre, mais de choisir intelligemment ce que tu laisses entrer. C'est fermer la porte à l'excès, pas au monde. Les stoïciens le comprenaient avec une clarté brutale. Ce qui nourrit ton esprit détermine le cours de ta vie. Si tout ce que tu entends est du bruit, tu ne peux pas espérer de clarté. Faire taire le bruit extérieur commence par de petits actes de rébellion. Ne pas vérifier ton téléphone dès que tu te réveilles, ne pas répondre à tout immédiatement, ne pas remplir les espaces vides avec des conversations inutiles. Le silence ne s'entend pas seulement, il se pratique. Il commence lorsque tu décides que tout ne mérite pas ton attention. Lorsque tu comprends que chaque distraction a un coût, ton attention, ton calme, ta direction. Chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces le muscle de l'autodiscipline. Tu n'as pas besoin de l'annoncer, de le justifier, de l'expliquer, juste de le faire. Le bruit extérieur ne vient pas seulement des autres, mais aussi des lieux et des environnements que tu fréquentes. Si ton environnement est plein de désordre, ton esprit le reflètera. Tu ne peux pas espérer de clarté si tu vis entouré de chaos. Cherche des espaces où ton esprit peut respirer, des lieux où le silence n'est pas inconfortable, mais réparateur. Parfois, il suffit de marcher sans écouteurs, de laisser le son du monde naturel remplacer le tumulte artificiel qui te maintient tendu. Le silence extérieur est comme nettoyer une fenêtre. Le paysage ne change pas, mais la vue devient plus claire. Cette première étape n'est pas romantique, elle est pratique. Faire taire le bruit extérieur ne signifie pas devenir un ermite, mais apprendre à séparer l'essentiel de l'inutile. Cela signifie récupérer ton pouvoir de décider ce qui mérite ton attention. Quand le monde parle trop, apprends à baisser le volume. Quand on te demande une réponse immédiate, apprends à ne pas réagir. Et quand tout semble urgent, souviens-toi que rien n'est plus important que de garder l'esprit calme, car c'est seulement dans le silence que tu peux entendre ce qui compte vraiment. 2. Observe tes pensées. Ton esprit est comme une ville en heure de pointe. Des milliers de pensées se croisent dans toutes les directions. Certaines se bousculent, d'autres se heurtent, beaucoup tournent simplement en rond sans arriver nulle part. Le problème n'est pas que tu penses trop, mais que tu ne t'arrêtes jamais pour observer ce que tu penses.
Tu passes ta journée à réagir, à interpréter, à imaginer des scénarios, sans te rendre compte que ce flot mental t'emporte sans direction. Observer les pensées ne signifie pas les arrêter, mais apprendre à les regarder sans te laisser dominer par elles. La plupart des gens vivent piégés dans leur esprit comme s'ils étaient dans une tempête constante. Un commentaire, un regard, un souvenir, et tu es déjà en train de construire des histoires qui te volent ta tranquillité. Lorsque tu n'observes pas, tes pensées te contrôlent. Elles dictent ton humeur, ton énergie et tes décisions. Mais lorsque tu apprends à observer, le chaos s'ordonne. Tu commences à remarquer les modèles, à comprendre d'où vient l'anxiété, pourquoi tu répètes certaines pensées, pourquoi ton esprit cherche du bruit quand tu as le plus besoin de silence. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas ce que nous pensons, mais ce que nous décidons de faire avec ce que nous pensons. Tu ne peux pas contrôler ce qui apparaît dans ton esprit, mais tu peux choisir de ne pas le nourrir. Quand quelque chose te préoccupe, regarde-le comme un visiteur. Observe, comprends et laisse-le partir. Ne discute pas avec lui, ne l'ignore pas, reconnais-le simplement. Cette pratique transforme la pensée en outil, pas en ennemi. Observer les pensées est comme nettoyer un miroir. Au début, tu ne vois que les taches et la distorsion. Mais plus tu gagnes en clarté, plus l'image devient réelle. Et là apparaît la vérité. Beaucoup de tes peurs n'existent pas. Elles ne sont que des répétitions mentales de quelque chose que tu as déjà surmonté. Beaucoup de tes préoccupations ne sont pas les tiennes. Elles sont des héritages émotionnels de ton environnement. Et une grande partie de tes jugements proviennent du bruit extérieur que tu as laissé entrer. Prends des moments dans la journée pour t'arrêter et regarder ce qui se passe en toi. Il ne s'agit pas de méditer comme une mode, mais de te reconnecter avec ce qui se passe réellement dans ton esprit. Quand tu te sens saturé, respire et observe. Sans juger, sans analyser, regarde simplement. Chaque pensée est un signal, et quand tu apprends à les interpréter, tu trouves une direction. Observer te donne du pouvoir, parce que cela t'apprend que tu n'as pas besoin de réagir à tout ce qui passe par ta tête. Le silence extérieur te protège du monde, mais le silence intérieur te protège de toi-même. Et ce silence commence quand tu apprends à observer tes pensées avec distance. Tu cesses d'être l'esclave de ton esprit et tu deviens son maître. Parce que la clarté n'arrive pas en pensant plus, mais en pensant mieux. Et penser mieux commence quand tu apprends à regarder ce qui se passe en toi avec calme, avec fermeté et avec le courage de ne pas fuir ce que tu ressens. 3. Écris ce qui te préoccupe. Les idées pèsent davantage lorsqu'elles restent dans l'esprit. Elles sont comme des vêtements mouillés que tu portes toute la journée. Ils te refroidissent, te gênent, t'épuisent. Écrire, c'est exprimer ce poids. Libérer ce qui n'est pas dit, ordonner ce qui semble chaotique. L'esprit accumule du bruit et des pensées dispersées, mais lorsque tu les mets en mots, le désordre prend forme. Tu n'écris pas pour avoir raison, tu écris pour te comprendre. Beaucoup pensent que d'écrire sur ce qui les préoccupe, c'est revivre le problème, alors qu'en réalité, c'est commencer à le résoudre. L'esprit crée des labyrinthes où les émotions se perdent, et le papier est la sortie. Ce qui n'est pas écrit pourrit à l'intérieur, se transforme en anxiété, en fatigue, en cette sensation constante de ne plus pouvoir. Mais quand tu le sors, le problème se réduit à sa taille réelle. L'écriture n'élimine pas ce qui fait mal, mais le rend gérable. Les stoïciens le pratiquaient sans l'appeler thérapie. Marc Aurèle a écrit ses pensées comme des rappels, non pas pour être lu, mais pour ne pas s'oublier lui-même. Écrire est un acte d'humilité, d'accepter que tu as besoin de voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Parfois, la clarté n'arrive pas parce que tu essaies de tout résoudre dans ta tête et ta tête n'a pas assez d'espace pour autant. Les mots sont une forme d'ordre. Chaque phrase est une décision. Quoi laisser aller, quoi affronter, quoi comprendre. Tu n'as pas besoin d'être écrivain, tu as besoin d'être honnête. Écris sans filtre, sans te soucier de la forme ou de la grammaire. L'important est de vider ce qui pèse. Écrire ce qui te préoccupe te permet de voir objectivement ce qui te dominait auparavant. Sur le papier, tu découvres que beaucoup de choses qui te privaient de sommeil ne méritent pas autant d'énergie. D'autres, en revanche, te montrent ce à quoi tu dois vraiment prêter attention.
C'est la fonction du silence écrit. Transformer la confusion en compréhension. Fais-le à n'importe quel moment de la journée. Si tu te réveilles avec de l'anxiété, écris-la. Si quelque chose te dérange, écris-le. Si une situation te tourne dans la tête, mets-la par écrit. En le faisant, tu verras comment la pensée perd de sa force. Le papier ne juge pas, ne t'interrompt pas, ne te contredit pas. Il reçoit seulement ce que tu as à l'intérieur. Écrire, c'est libérer sans crier. C'est vider sans fuir. C'est mettre de l'ordre là où il y avait du bruit auparavant. Cette pratique quotidienne te rendra le pouvoir sur ton esprit. Parce que tant que tu n'écris pas, tes pensées continueront à t'écrire, à modeler tes décisions à partir du désordre. Quand tu les vois devant toi, elles cessent d'être un ennemi invisible. Tu retrouves la clarté, tu comprends tes émotions et tu transformes ce qui te paralysait auparavant en direction. Écrire ce qui te préoccupe n'est pas une perte de temps. C'est te reconstruire mot par mot jusqu'à ce que le silence retrouve son sens. 4. Range ton environnement. L'espace dans lequel tu vis reflète l'état de ton esprit et ton esprit absorbe le désordre qui l'entoure. Tu ne peux pas construire le calme au milieu du chaos. Vivre entouré de choses inutiles, de papier sans sens, d'objets que tu n'utilises plus, c'est comme essayer de penser avec 1 million de voix qui te parlent en même temps. L'environnement parle, et ce qu'il dit peut renforcer ou détruire ta clarté. Si ta chambre, ton bureau ou ta maison crient la confusion, inévitablement ton esprit répondra de la même manière. Ranger l'environnement n'est pas une tâche ménagère, c'est une forme de discipline mentale. Chaque chose hors de sa place est une décision en attente. Chaque objet dont tu n'as pas besoin est un fardeau invisible qui te vole de l'énergie. Le désordre n'occupe pas seulement de l'espace physique, il occupe de l'espace mental. Et si tout autour de toi est saturé, ton esprit ne peut pas se reposer. L'ordre est plus qu'esthétique, c'est une stratégie. Le stoïcisme enseignait que la vertu se manifeste dans les petits actes quotidiens, et maintenir ton environnement propre, fonctionnel et équilibré est une pratique silencieuse de maîtrise intérieure. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'obsessionnel, mais de créer un espace où l'esprit peut respirer sans distraction. Commence par ce que tu vois tous les jours. Ton bureau, ton lit, tes vêtements, ton espace de travail. Chaque objet a une histoire et une énergie associées. Si tu le gardes par culpabilité ou par habitude, tu laisses le passé occuper le présent. Il en va de même pour les souvenirs que tu ne lâches pas, pour les choses que tu dis que tu utiliseras un jour, mais qui ne sont là que pour te rappeler que tu ne décides pas. L'ordre ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Et cette mentalité minimaliste est profondément stoïcienne. Ne pas accumuler ce qui n'ajoute pas, ne pas s'accrocher à ce qui a déjà rempli sa fonction. Quand tu nettoies ton espace, tu nettoies ton esprit. Ce n'est pas un hasard si après avoir organisé une pièce, tu ressens un soulagement, car cet ordre physique se traduit par un ordre émotionnel. Chaque mouvement de nettoyage est un acte symbolique d'affirmation. Je prends le contrôle, je choisis la clarté, je sépare l'essentiel de l'inutile. Et plus tu le pratiques, plus tu remarqueras comment l'environnement commence à travailler en ta faveur. Tu te concentres mieux, tu penses avec plus de précision et ton énergie cesse de se disperser dans des choses sans sens. L'ordre s'étend également au numérique et au social. Si ton téléphone est plein de notifications, de messages et de fichiers sans importance, tu vis avec du bruit, même si tu ne l'entends pas. Si tu t'entoures de personnes qui n'apportent que du chaos, même si ta chambre est impeccable, ton environnement reste désordonné. Ranger implique aussi de nettoyer les relations, de choisir avec qui tu partages ton temps et ton énergie. Le nettoyage n'est pas toujours visible, mais on le ressent toujours. Faire de l'ordre une habitude, c'est te rappeler chaque jour que tu as le pouvoir de diriger ton environnement, au lieu de laisser l'environnement te diriger. N'attends pas d'avoir du temps libre pour le faire, car il ne viendra jamais. Commence par ce que tu as devant toi. Lorsque ton espace s'organise, ton esprit l'imitera. Et dans cet équilibre silencieux, tu découvres quelque chose de plus profond, que la sérénité n'apparaît pas par accident, elle se construit, que le contrôle ne vient pas de l'extérieur,
il se forme à l'intérieur. Et que lorsque l'endroit où tu te trouves cesse d'être un champ de bataille, tu peux enfin te concentrer sur ce qui compte vraiment, grandir avec calme, sans distraction, sans poids, avec l'esprit en ordre. 5. Agis sans l'annoncer. Les mots sont devenus bon marché dans un monde où tout le monde promet mais peu agissent. Chaque jour, plus d'intentions que d'actions sont publiées, plus de plans que de résultats. Nous vivons entourés de bruits déguisés en progrès et la plupart confondent parler avec avancer. Cependant, le silence de celui qui agit avec un but a plus de force que 1000 discours. Agir sans l'annoncer est une déclaration de pouvoir personnel. C'est bouger sans demander la permission, sans avoir besoin d'approbation, sans dépendre du regard des autres. Dans le bruit du monde moderne, l'ego cherche l'attention, la reconnaissance, la validation. Mais alors que beaucoup crient leurs objectifs, peu travaillent en silence pour les atteindre. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'a pas besoin d'être exhibée, seulement pratiquée. Les actions sont la véritable preuve du caractère, pas les mots. Le silence n'est pas de la timidité, c'est une stratégie. Agir sans l'annoncer te donne la liberté, car tu n'es pas lié aux attentes des autres. Cela te permet d'échouer sans jugement, d'avancer sans distraction et de réussir sans dépendre des applaudissements. Chaque fois que tu parles de ce que tu vas faire avant de le faire, tu donnes une partie de ton énergie à l'approbation externe. Le cerveau ressent la satisfaction d'avoir accompli quelque chose qui n'existe pas encore. C'est pourquoi tant de gens restent sur l'idée et n'arrivent pas au résultat. Garder le silence sur tes plans n'est pas être réservé par peur, c'est protéger ton focus. C'est garder l'énergie là où elle appartient, dans l'action. Quand tu fais sans annoncer, la motivation reste pure, l'attention se concentre et le bruit s'estompe. Le silence te transforme en une ombre qui avance pendant que les autres continuent à parler. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu construis, car le temps le montrera plus clairement que tes mots. Les gens parlent pour combler les vides, tu agis pour les remplir de résultats. La différence entre les deux est simple. L'un cherche à être vu, l'autre cherche à être efficace. La vraie discipline n'a pas besoin de témoins. Elle a besoin de constance. Pratiquer ce principe nécessite de l'autocontrôle. Cela signifie résister à l'impulsion de partager chaque étape, chaque réalisation, chaque idée. Non pas parce qu'ils ne sont pas précieux, mais parce qu'en les gardant, tu leur donnes de la force. Les racines poussent sous terre, avant que l'arbre n'apparaisse. Ta croissance a besoin de ce même silence fertile. Laisse tes actions parler quand elles sont prêtes, pas quand ton anxiété te pousse à démontrer. Le silence est le terrain où se cultive le respect, l'admiration et le mystère. Agir sans l'annoncer te protège également de l'interférence. Quand tu partages tes plans avec tout le monde, tu ouvres la porte aux doutes, aux critiques, aux distractions. En revanche, lorsque tu travailles en silence, ton énergie coule sans interruption. L'action discrète devient une habitude, et l'habitude devient un pouvoir. Tu n'as pas besoin de justifier tes pas, ni d'expliquer ton processus. Fais-le simplement, encore et encore, jusqu'à ce que tes résultats deviennent impossibles à ignorer. Le silence te donne un avantage, car pendant que les autres parlent de leur prochain mouvement, tu l'as déjà exécuté. Et quand ils le verront enfin, il sera trop tard pour donner leur avis, car tu seras déjà plusieurs pas en avance. Agir sans l'annoncer n'est pas se cacher, c'est bouger intelligemment. C'est choisir l'efficacité sur le bruit, la constance sur l'approbation, l'action sur la promesse. Parce qu'à la fin, le vrai pouvoir n'est pas dans ce que tu dis que tu feras, mais dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. 6. Poser des limites fermes. Il y a des gens qui vivent comme des maisons sans porte. N'importe qui entre, s'assoit, laisse son désordre et s'en va. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués, vides ou confus. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de limites. Les limites ne sont pas mises en place pour éloigner les gens, mais pour protéger la paix que vous avez tant de mal à construire. Ce sont les frontières invisibles entre votre énergie et le chaos des autres. Sans eux, vous finissez par vivre selon les émotions, les attentes ou les problèmes des autres, et vous perdez le contrôle de votre vie sans vous en rendre compte. Chaque fois que vous dites oui, alors que vous voulez dire non, vous cédez une partie de vous-même.
Et chaque fois que vous évitez de poser des limites par peur de perdre de l'affection, ce que vous perdez vraiment, c'est le respect. La fermeté n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Savoir qui vous êtes et ce que vous n'êtes pas prêt à permettre. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, mais vous pouvez décider de ce que vous laissez entrer. C'est une limite. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de choisir ce qui vous ajoute et ce qui vous épuise. Le monde actuel glorifie la disponibilité constante. Ils veulent que vous soyez toujours présent, toujours en train de répondre, toujours prêt. Mais l'attention est une ressource précieuse, et la donner à tous par peur de déranger vous laisse vide. Poser des limites est un acte d'amour de soi, pas d'égoïsme. Celui qui est offensé parce que vous prenez soin de votre énergie est précisément celui qui bénéficiait de votre manque de contrôle. Et c'est quelque chose que beaucoup ne veulent pas admettre. Apprendre à dire non ne vous rend pas insensible, cela vous rend libre. C'est un mot court, mais puissant. Évitez les engagements inutiles, les conversations sans but, les relations qui ne font que vous consommer. Les limites s'appliquent également à ce que vous consommez. L'information, les nouvelles, les réseaux, les opinions. Si vous ne filtrez pas ce qui entre, vous finirez par répéter ce que vous ne croyez pas et ressentir ce qui ne vous appartient pas. L'esprit a autant besoin d'espace qu'une maison propre. Si vous laissez tout le monde entrer, vous ne pourrez pas vous reposer. Il y a des moments où poser des limites signifie s'éloigner, ne pas discuter. Se retirer en silence est parfois la réponse la plus forte. Tout ne mérite pas une explication et tout le monde ne mérite pas d'accéder à votre calme. Celui qui vous apprécie vraiment comprendra votre distance. Celui qui ne le fait pas bénéficiait simplement de votre désordre. Les limites révèlent les intentions, séparent le réel du superficiel et filtrent ce qui ne correspond pas à votre croissance. Être ferme n'est pas être inflexible, c'est avoir des racines. C'est rester stable lorsque les autres essaient de bouger votre centre. Les personnes fortes ne le sont pas parce qu'elles supportent plus, mais parce qu'elles savent quand arrêter ce qui ne leur appartient pas. La limite n'est pas un mur, c'est une porte que vous n'ouvrez qu'avec conscience. Il ne s'agit pas de vous fermer au monde, mais de vous ouvrir seulement à ce qui maintient votre équilibre. Poser des limites fermes est la façon la plus silencieuse de dire « je me respecte ». Vous n'avez pas besoin d'élever la voix, de vous justifier ou de donner des explications longues. Le calme avec lequel vous établissez vos frontières démontre la valeur que vous vous donnez. Et lorsque vous apprenez à le faire, le monde commence aussi à vous traiter différemment. Le chaos perd de son pouvoir, les bonnes personnes restent, les vides s'éloignent, et vous récupérez quelque chose qui n'a pas de prix, la paix mentale. Parce que seul celui qui sait jusqu'où il va peut marcher sans se perdre. 7. Choisis le calme. Le calme ne se trouve pas, il s'entraîne. C'est comme le feu qui ne détruit pas, mais qui réchauffe, contrôlé et ferme. Alors que les autres réagissent au premier coup, tu apprends à rester debout sans perdre l'équilibre. Choisir le calme ne signifie pas que tu ne ressens pas, mais que tu ne permets plus à tes émotions de décider pour toi. C'est un choix quotidien, un acte conscient de maîtrise personnelle. Dans un monde qui glorifie la réaction immédiate, maintenir la sérénité est presque un acte de rébellion. Tout commence dans les secondes avant de répondre. Cet espace entre l'impulsion et l'action est où naît la sagesse. La plupart le gaspillent, laissent la colère, la frustration ou la peur décider pour eux. Mais celui qui choisit le calme domine le moment. Les stoïciens le savaient. La véritable force n'est pas de réagir plus vite, mais de répondre avec clarté. Chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans le jeu de la provocation, tu construis un pouvoir silencieux. Le calme n'est pas passivité, c'est précision. Tu ne peux pas contrôler les circonstances, mais tu peux décider quelle émotion gouverne ta réponse. Le calme ne consiste pas à prétendre que tout va bien, mais à agir avec sang-froid, même quand rien ne l'est. Cette distance émotionnelle est ce qui te permet de penser, de voir au-delà de la confusion et de prendre des décisions que les autres ne parviennent pas à comprendre. Le chaos extérieur n'a de pouvoir que si à l'intérieur de toi, il y a aussi du chaos. C'est pourquoi cultiver le calme est une forme de protection.
Il y a des jours où tout semble te pousser à perdre le contrôle. Des personnes qui provoquent, des nouvelles qui perturbent, des situations qui échappent à tes mains. C'est là que la pratique devient réelle. Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives, mais de respirer et de se rappeler que réagir, c'est donner ton pouvoir à l'extérieur. Chaque fois que tu choisis de garder ton calme, tu deviens plus fort. Parce que si tu peux rester silencieux au milieu de la tempête, rien ne peut t'emporter. Le calme n'arrive pas d'un coup. Il se forme chaque fois que tu décides de ne pas répondre avec colère, chaque fois que tu choisis de penser avant d'agir, chaque situation où tu préfères comprendre plutôt que de crier. Cette répétition crée du caractère. C'est le même principe que les stoïciens utilisaient pour entraîner l'esprit. S'exposer à l'inconfort sans perdre son sang-froid. Ce qui est difficile au début devient naturel avec le temps. Vivre avec calme, c'est vivre avec pouvoir. Tu deviens immunisé contre le drame, plus conscient de tes limites, plus maître de ton énergie. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu comprends que la véritable victoire est de garder le contrôle lorsque tous les autres le perdent. Les tempêtes ne disparaissent pas, mais tu apprends à naviguer sur elles sans couler. Le calme ne te rend pas faible. Il te rend impénétrable. Choisis le calme, même si tu ne le ressens pas au début. Fais-le par discipline, non par impulsion. Et tu verras comment peu à peu, il cesse d'être une réaction forcée pour devenir ton état naturel. Alors que les autres s'épuisent à essayer de contrôler le monde, tu apprendras à maîtriser ce qui compte vraiment, ton esprit. Et lorsque tu y parviendras, le bruit extérieur perdra de sa puissance. Les paroles des autres cesseront de te blesser. Et tu découvriras que le véritable contrôle n'est pas de changer ce qui se passe, mais de rester en paix pendant que tout se passe. 8. Utilise le silence comme guide. Le silence est comme un miroir propre. Il ne dit rien, mais il reflète tout. Quand tu apprends à l'écouter, tu découvres des réponses que le bruit avait toujours cachées. Dans un monde où tout le monde veut parler, donner son avis, expliquer ou convaincre, le silence est devenu un luxe. Cependant, c'est dans cet espace que tu trouves la direction que tu cherches tant. Ce n'est pas une absence d'action, c'est de la clarté en mouvement. Le silence ne t'éloigne pas de la vie, il t'apprend à te déplacer à l'intérieur avec précision. Les stoïciens voyaient dans le silence un outil de pouvoir, non pas pour paraître sage, mais pour agir avec sagesse. Quand tu te tais, tu observes ce que les autres ne voient pas. Tu écoutes ce que les autres ignorent. Tu te rends compte de qui parle par nécessité et de qui parle avec un but. Le silence te rend perceptif. Il te montre les motifs, les intentions et les émotions cachées derrière les mots. Alors que tout le monde réagit au bruit, tu analyses le message derrière lui. Et cela te donne un avantage. Le problème est que la plupart des gens ont peur du silence. Ils le confondent avec le vide, la solitude, la faiblesse. Mais le silence ne te laisse pas seul. Il te laisse avec toi-même. Il te force à t'écouter sans distraction, à affronter ce que tu ressens vraiment. C'est pourquoi il est si dérangeant. Mais c'est là que commence la transformation. Quand tu apprends à être silencieux sans désespérer, tu commences à maîtriser ton esprit. Tu découvres que beaucoup de tes réponses n'étaient pas à l'extérieur, mais attendaient que tu cesses de les interrompre avec des pensées inutiles. Utiliser le silence comme guide signifie s'arrêter avant d'agir, réfléchir avant de parler, respirer avant de répondre. C'est choisir de ne pas participer à tout ce qui exige ton attention. Quand quelque chose t'irrite, le silence te donne de la distance. Quand quelque chose te tente, le silence te donne de la perspective. Et quand la vie devient confuse, le silence te montre le chemin le plus simple, celui qui n'a pas besoin de bruit pour avoir un sens. Pratiquer le silence ne signifie pas se déconnecter du monde, mais se connecter plus profondément. Tu n'as pas besoin de disparaître, juste d'apprendre à garder le silence quand ton ego veut intervenir. Parle moins, observe plus. Écoute sans interrompre. Ne réponds pas pour avoir raison, réponds quand tu comprends. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu te renforces. Parce que le silence n'est pas un manque de pouvoir, c'est un contrôle absolu sur lui. Il y a des moments où le silence dit plus que n'importe quel mot. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, ton silence est un mur. Quand la vie te met la pression, ton silence est ton refuge.
Quand tu ne sais pas quoi faire, ton silence devient une boussole. Parce qu'au fond, le silence n'est pas passivité, c'est action intelligente. Et celui qui le maîtrise n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il agit simplement avec précision quand le moment est venu. Utiliser le silence comme guide, c'est vivre avec intention. C'est écouter avant de juger. C'est observer avant d'intervenir. C'est comprendre avant de décider. C'est un art que peu de gens maîtrisent parce qu'il exige de la patience, de l'humilité et de la force intérieure. Mais quand tu le pratiques, tout change. Le bruit ne te confond plus. Les mots vides perdent leur pouvoir et tes décisions deviennent plus fermes et conscientes. Le silence t'apprend à voir l'invisible, à comprendre sans poser de questions et à avancer sans bruit. Parce que la sagesse ne parle pas toujours. Parfois, elle observe simplement, attend et agit quand le moment est juste. 9.